L'été parano. C'est chaud. L'été parano. Le soleil brûle ta peau. Voyage, destination, complot. L'été parano. Hollywood Boulevard, The Chinese Theater, on y est Geoffroy, la Mecque du 7e art. T'imagines le nombre d'avant-premières qui sont déroulées ici? Le nombre de stars du cinéma qui ont marché sur ce trottoir? C'est fou quand même quand on y pense. Ah bah il suffit de regarder toutes ces étoiles sur le sol, c'est vertigineux, tout le monde est là. Ah, j'ai lu qu'il y avait 10 millions de visiteurs par an qui arpentaient ce qu'on appelle le Hollywood Walk of Fame, ce qu'on est en train de faire quoi. En même temps, c'est un des rares trucs gratuits qu'on peut faire à Los Angeles. C'est clair tout le fric qu'on claque ici. Enfin bon, 2800 étoiles au total, je crois. Et puis ces gens qui se déguisent aussi, ça donne une de ces ambiances. Bah tiens, justement, je ferais bien un selfie avec le faux Freddy là-bas. Les griffes de la nuit, attends, t'as vu sa gueule? C'est un coup de faire chourer ton portefeuille, ouais. Qu'est-ce que t'es parano des fois? Ah bah pour une fois. Tiens, regarde plutôt, on arrive à l'étoile de Mohamed Ali. Il y a aussi des sportifs. Ouais, dans un autre registre, tout à l'heure j'ai vu celle de Buzz Aldrin. Ceux qui n'ont pas marché sur la Lune. Bon, là c'est les Beatles là-bas. Et j'ai vu Bob Marley aussi, on en parlait au début des vacances d'ailleurs. Il y a beaucoup de musiciens. Et puis encore plus sympa que les étoiles, regarde là-bas. Les empreintes des mains des plus grandes stars gravées au sol avec leur autographe. Allez viens, on se rapproche. Et t'as vu les deux empreintes de main côte à côte? C'est Marilyn Monroe et Jane Russell. Elles l'ont fait en même temps. C'est daté le 26 juin 1953. 9 ans avant qu'elle ne s'éteigne, donc. Ouais, tu sais d'ailleurs que sa mort constitue toujours sans doute l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. Ah oui, rien n'est clair dans cette histoire. Et là encore, voilà les théories du complot. Ah bah tiens, on se met une petite perruque blonde et on raconte tout ça. L'été parano. Dans la nuit du 4 août 1962, le corps inerte de Marilyn Monroe, l'actrice la plus célèbre des années 50, connue dans le monde entier pour sa chevelure blonde et ses multiples amants, est retrouvé à son domicile. Motif de son décès, un suicide probable. Toute l'ambiguïté de cette affaire réside bien dans l'emploi du mot « probable ». Car jamais les autorités ne sont parvenues à prouver avec certitude que l'actrice a commis ce geste désespéré. Et nombreux sont ceux qui pensent que Marilyn Monroe s'est empoisonnée accidentellement, ou pire encore, qu'elle a été purement et simplement assassinée. Une vérité qui nous aurait été cachée. Car il faut bien se dire que la liste des personnalités qui auraient eu un intérêt plus ou moins objectif à supprimer la star est longue comme le bras. Alors, avant d'entrer en détail dans les nombreuses théories du complot concernant la mort de Marilyn Monroe, Geoffroy, résumons un peu sa vie. Eh bien, Norma Jean Mortensen, c'est son vrai nom, est née à Los Angeles en 1926. Et encore une fois, visiblement c'est récurrent dans notre série de l'été, son enfance est très difficile. La jeune Norma ne connaîtra jamais son père. Sa mère souffre quant à elle de multiples problèmes psychiatriques et elle est même internée très régulièrement. Norma est envoyée dans différentes familles d'accueil pendant toute son enfance et son adolescence et elle subit de multiples abus. Et alors qu'elle n'a que 16 ans, elle épouse un ouvrier nommé Jim Doherty, un mariage plus ou moins arrangé. Elle a alors arrêté le lycée et elle travaille dans une usine d'armement. Nous sommes en 1945, c'est encore la guerre, et elle se fait repérer par un photographe militaire et prend sa première photo professionnelle dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. Elle devient pin-up et accède rapidement à une petite notoriété en faisant des photos nues. Et les choses s'enchaînent. En 1946, elle tourne dans sa première publicité. C'est une révélation. Norma Jean veut faire du cinéma. Sur les conseils de son agent, elle prend des cours de théâtre. Et elle, qui est naturellement châtain, se teint les cheveux en blond platine, c'est la mode à cette époque, et parvient à signer un contrat avec la Fox. Elle adopte alors, toujours sous les conseils de son agent, le nom de Marilyn Monroe. Et surtout, elle divorce, car à l'époque, une starlette se doit d'être célibataire. Pour incarner le glamour à l'écran et pour faire fantasmer les spectateurs, eh bien, il faut être libre. Après plusieurs petits rôles, elle finit par percer. Et au cours des années 50, elle rencontre le succès.
devient une mégastar, sa beauté fatale irradie le grand écran. Le véritable sex symbole tourne avec les plus grandes pointures d'Hollywood de l'époque. Joseph Mankiewicz, Fritz Lang, Otto Preminger, George Cukor, Laurence Olivier, Billy Wilder ou encore John Huston. Et parmi ces films les plus marquants de cette décennie, on peut citer Les hommes préfèrent les blondes en 1953, 7 ans de réflexion en 1955 ou encore Certains l'aiment chaud en 1959. Mais si elle est devenue une actrice reconnue, elle reste frustrée par les rôles qu'on lui propose, et c'est toujours des rôles de bimbo. Alors côté cœur, durant cette période, elle va épouser en seconde noces Joe DiMaggio. C'est tout simplement l'un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps. Mais après un peu plus d'1 an de mariage, le couple divorce. Marilyn Monroe tombe amoureuse d'Arthur Miller. Autre milieu, lui c'est un écrivain, dramaturge, auteur du célèbre Meurtre d'un commis voyageur, et il va devenir donc son 3e mari. Mais les années passant, sa santé mentale se dégrade, au point de perturber sa carrière. Marilyn est dépendante aux amphétamines, aux barbituriques, à l'alcool, et elle souffre de dépression, d'anxiété, mais aussi d'insomnie. De plus, Marilyn est considérée par beaucoup comme une diva. Plusieurs réalisateurs ne veulent pas travailler avec elle en raison de ses caprices et de ses nombreuses absences, ou encore de ses difficultés récurrentes à mémoriser ses répliques. Et puis elle connaît aussi les bides, de cinglants échecs commerciaux jalonnent sa carrière, en particulier son dernier film sorti en salle, The Misfits, un western de John Huston, où Marilyn partage l'affiche avec Clark Gable et Montgomery Clift. Oui, ce film a d'ailleurs été une épreuve pour la star. En plein tournage, Marilyn passe une semaine en cure de désintox et divorce d'Arthur Miller, qui avait signé le scénario du film. Après cet échec, Monroe va passer tout le reste de l'année empêtrée dans ses problèmes de santé. Elle passe 4 semaines à l'hôpital, subit 2 opérations chirurgicales, ainsi qu'un séjour dans un service psychiatrique pour soigner sa dépression. Pas facile, quoi. Plus tard, à la fin de l'année, elle revient à Los Angeles. Cela faisait 6 ans qu'elle vivait à New York. Elle achète alors sa première maison à Brentwood, un quartier situé au nord-ouest de la Cité des Anges. Et au début de 1962, elle compte se remettre en selle avec un nouveau film, une comédie cette fois-ci, nommée Something's Got to Give. Mais quelques jours avant le début du tournage, Monroe attrape une sinusite. Les médecins qui examinent Marilyn insistent pour que la Fox reporte le tournage, mais rien n'y fait. Le tournage commence donc, comme prévu, en avril 1962. Mais Marilyn est trop faible pour apparaître sur le plateau pendant les 6 premières semaines. La Fox fait pression sur elle, en estimant qu'elle simule les symptômes de sa maladie. Affaiblie, elle tourne quand même quelques scènes. Mais le 19 mai, en plein tournage donc, Monroe, sans prévenir personne, s'envole pour New York. Elle est invitée pour chanter sur la scène du Madison Square Garden lors de la fête d'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Cette séquence que vous connaissez forcément fait la une de tous les journaux. C'est une pub incroyable pour Marilyn et le film qu'elle est en train de tourner, mais surtout, les rumeurs d'une liaison entre le président et la star hollywoodienne, du coup, se multiplient. Des rumeurs tout à fait fondées, on va en reparler bien sûr, mais ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on s'inquiète de cette relation. Oui, d'autant plus que Marilyn a déjà un dossier à son nom au FBI, et ce depuis 1956, en raison de ses relations suspectes avec plusieurs personnalités aux sympathies communistes, à commencer par son ex-mari, Arthur Miller. Quoi qu'il en soit, Marilyn revient à Los Angeles, elle reprend le tournage de Something's Got to Give. Tout se passe bien pendant quelques jours. Une fête pour célébrer son 36e anniversaire est même organisée avec toute l'équipe du film le 1er juin. Mais après cette fête, elle ne repointe plus le bout de son nez sur le plateau. La Fox, le 7 juin, licencie Marilyn, exigeant $750 000 de dommages et intérêts, et choisit de la remplacer. Mais après que le partenaire à l'écran de Marilyn, le très bankable Dean Martin, refuse de continuer le film avec une autre actrice, la Fox décide d'arrêter totalement la production.
Pour stopper le bad buzz autour de l'arrêt du film et soigner son image, Monroe donne alors plusieurs interviews pour Life, pour Cosmopolitan et pour Vogue. Et après quelques semaines de négociations, elle parvient à signer un nouveau contrat avec la Fox en plein cœur de l'été. La star et le studio s'accordent sur une reprise du tournage à la rentrée 1962. Et voilà comment tout ceci nous amène à cette fameuse nuit du 4 août, la nuit où l'icône va trouver la mort. On nous écoute. L'été parano. On va maintenant essayer de vous résumer ce qu'on peut considérer comme la version officielle de sa mort. Ce qu'on peut commencer à dire, c'est que Monroe passe avec certitude ce qui va être le dernier jour de sa vie, le samedi 4 août 1962, chez elle, à Brentwood. Sa gouvernante, Eunice Murray, et son attachée de presse, Patricia Newcomb, qui ont passé la nuit à son domicile, sont encore présentes à la maison ce matin-là. À son lever, Marilyn n'est pas de bonne humeur. Elle a très mal dormi la nuit précédente et une dispute éclate même entre les trois femmes. Mais après avoir réceptionné des meubles venant du Mexique pour sa maison qu'elle attendait avec impatience, Marilyn va mieux. Elle reçoit un photographe de Playboy pour discuter de la possibilité de publier des photos nues prises sur le tournage de Something's Got to Give. Et le reste de la journée, elle parle avec des amis au téléphone. Ah, il n'y avait pas besoin des smartphones alors pour ça. À 16h30, son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, arrive à son domicile pour sa séance de thérapie quotidienne. Son attachée de presse, Patricia Newcomb, quitte les lieux sur l'insistance du thérapeute. Il veut être seul avec elle. À 19h, inquiet, le docteur Grinson s'en va et il demande à la gouvernante de Marilyn de passer la nuit avec la star et surtout de la surveiller. Ce qu'elle fait. Et enfin, vers 20h, Marilyn se retire dans sa chambre. Elle aurait alors reçu un dernier appel, celui de l'acteur Peter Lawford, qui n'est autre que le mari de Patricia Kennedy, l'une des sœurs du président Kennedy et de Bobby. Celui-ci souhaite inviter Marilyn à une fête, mais il la trouve confuse, comme si elle était sous l'influence de drogue. Et en raccrochant, elle lui aurait dit un énigmatique « Dites au revoir au président ». Vers 3h30 du matin, la gouvernante Eunice Murray se réveille d'un coup, sentant que quelque chose ne va pas. Elle se précipite vers la chambre de la star et voit de la lumière sous la porte. Elle frappe, s'adresse à Marilyn, mais n'obtient pas de réponse. Impossible d'entrer, la porte est verrouillée, ce qui n'est pas dans l'habitude de l'actrice. Eunice Murray téléphone alors au docteur Grinson. Le psychiatre lui conseille de regarder par l'une des fenêtres de la chambre. C'est ce qu'elle fait et elle voit alors Monroe allongée face contre terre sur son lit, nue, à demi couverte par un drap, agrippée au téléphone. Des flacons de pilules vides sont éparpillés dans la pièce. Le psychiatre Grinson arrive en urgence, peu de temps après. Il entre dans la pièce en brisant la fenêtre et trouve donc Marilyn inerte. Il appelle le médecin attitré de la star, le docteur Iman Engelberg, qui arrive lui à la maison vers 3h50. Et il confirme officiellement le décès. À 4h25, les deux hommes préviennent la police de Los Angeles. L'autopsie est réalisée le jour même, le dimanche 5 août. Le médecin légiste estime alors que le décès est intervenu entre 20h et 22h30 la veille au soir. L'analyse toxicologique, elle, conclut que la cause de la mort est une intoxication au barbiturique. La police a d'ailleurs trouvé des bouteilles vides de ces médicaments à côté de son lit. Il n'y a par ailleurs aucun signe de blessure sur son corps. Les conclusions de l'enquête sont présentées le 17 août à la presse et le coroner en chef de Los Angeles qualifie alors la mort de Marilyn de suicide probable. Là, il exclut toute possibilité d'une overdose accidentelle, estimant que les doses trouvées dans son corps dépassent très largement la limite mortelle et auraient été prises, je cite, en une seule gorgée ou en quelques gorgées pendant environ 1 minute. Autre élément qui va dans le sens du suicide, le coroner rappelle l'état dépressif de la star, bien connu de tous, comme on atteste par exemple les visites quotidiennes de son psychiatre. Aucune lettre d'adieu n'a été trouvée. Mais le coroner affirme que c'est le cas dans 60% des suicides. Rien d'inhabituel donc. Il ne reste qu'à classer l'affaire. L'été parano. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça.
Affaire classée? Eh bien, pas vraiment. Les théories du complot autour de la mort de Marilyn Monroe vont se multiplier. Et c'est bien la relation de Marilyn avec la famille Kennedy qui est au centre de presque toutes les théories du complot sur sa mort. Car la blonde platine avait bel et bien une liaison avec le président John Fitzgerald Kennedy. Et même plus, car selon de nombreuses rumeurs qui sont diffusées après sa mort, elle entretenait également une liaison avec le frère cadet de JFK, le procureur général Bobby Kennedy. Un Bobby Kennedy qui est d'ailleurs souvent tenu responsable de sa mort. Son mobile dissimulait cette liaison embarrassante. Cette théorie a été avancée pour la première fois par un drôle de zozo, un pamphlétaire d'extrême droite nommé Frank Capel, dans un petit essai nommé « L'étrange mort de Marilyn Monroe », sorti en 1964. Dans son livre, Capel affirme que la mort du sexe symbole faisait partie d'une conspiration communiste plus large. Il soutient que Marilyn et Bobby avaient eu une liaison, mais que l'actrice, éconduite par le frère du président, qui l'avait brutalement quittée à la suite de John, avait menacé de révéler au grand jour leur relation afin de provoquer un scandale. Bobby aurait donc décidé de l'assassiner pour protéger sa carrière. Mais les idées de Capel restent à l'époque relativement confidentielles. Et il faut attendre 1973 pour que sa théorie sur Marilyn touche un public plus large, avec un livre nommé Marilyn A Biography que l'on doit à Norman Mailer. Norman Mailer, c'est pas n'importe qui, une nouvelle fois. C'est un des pionniers du courant de ce que l'on appelle le nouveau journalisme, avec des auteurs cultes comme Hunter Thompson ou Truman Capote. Et au moment où il écrit cette biographie, il est doublement détenteur du prix Pulitzer, pour un roman et aussi pour un essai. Mailer affirme, comme Capel, que Monroe et Bobby Kennedy avaient eu une liaison, mais il considère par contre que la star de cinéma a été tuée soit par le FBI, soit par la CIA, et dans un cas comme dans l'autre, sans l'aval ni de Bobby ni de John, car les agences souhaitaient utiliser le meurtre de Marilyn comme, je cite, un moyen de pression contre les frères Kennedy. Une histoire de vengeance donc. Pour Mailer, la CIA souhaitait faire passer un message aux locataires de la Maison-Blanche et à son frère suite au désastre de la baie des Cochons. Pour le FBI, ce serait une réponse aux attaques répétées de Bobby contre J. Edgar Hoover, son directeur, connu pour son manque d'empressement à lutter contre le crime organisé et son hostilité envers le président. Oui, on a longuement parlé de tout ça dans notre triptyque consacré à la mafia. En tout cas, les années passent et les théories s'étoffent. En 1975, Anthony Scaduto, journaliste musical de son état, va ajouter sa pierre à l'édifice avec son livre « Who Killed Marilyn Monroe ». Selon lui, c'est encore Bobby qui est derrière cet assassinat. Mais il ajoute plusieurs éléments. Marilyn a été tuée parce qu'elle en savait trop. La star tenait un journal intime dans lequel elle notait tout, y compris les nombreuses confidences faites sur l'oreiller par les frères Kennedy. Scaduto précise aussi que la maison de Marilyn avait été mise sur écoute par un certain Bernard Spindle, un homme considéré comme le meilleur expert indépendant en matière de technique de surveillance de tout le pays. Il était surnommé, dit-on, le Nikola Tesla des écoutes. Et cet homme aurait donc épié toutes les conversations de Marilyn et de son entourage, y compris donc celle avec ses amants, sur ordre du dirigeant syndical Jimmy Hoffa. Ah, bah tiens, on le retrouve là lui aussi. Jimmy Hoffa, c'était pour rappel le dirigeant du syndicat le plus puissant des États-Unis, les Teamsters, le syndicat des camionneurs, un associé notoire de la mafia et surtout l'ennemi numéro 1 de Bobby Kennedy. Et lorsque Bobby s'est rendu compte que ses petits secrets étaient désormais à la merci de son adversaire le plus farouche, eh bien, il décida d'éliminer la star. Alors Hoffa, on en a aussi longuement parlé dans nos épisodes sur la mafia, ce qui nous amène naturellement à une autre théorie, où on retrouve justement l'un des plus gros bonnets de la Cosa Nostra, le parrain de Chicago dont on vous avait aussi parlé, Sam Giancana. Oui, selon cette théorie, ce n'est ni JFK, ni Bobby, ni la CIA, ni encore le FBI qui a fait assassiner Marilyn. C'est bien le chef de la famille de Chicago. Une accusation qui repose sur au moins 4 points. Alors, on va les égrener. Premièrement, Giancana voulait faire pression sur Bobby pour qu'il stoppe sa croisade contre la Cosa Nostra. Deuxièmement, il souhaitait se venger de JFK qu'il avait trahi. Le parrain de Chicago avait bourré les urnes dans l'Illinois pour l'aider à son élection en 1960, mais le président, une fois élu, s'était retourné contre lui.
Troisièmement, JFK était aussi dans le collimateur de Giancana à cause d'une rivalité amoureuse. Le président lui avait piqué une de ses amantes, une certaine Judith Exner, et le boss de Chicago était particulièrement jaloux. En éliminant Marilyn, il fait donc d'une pierre deux coups. Oui, œil pour œil, dent pour dent, quoi. Et quatrièmement, enfin, Giancana a éliminé Marilyn pour la réduire au silence, car celle-ci avait recueilli les secrets de Johnny Rosselli, l'un des principaux lieutenants de Sam Giancana, mais aussi l'un des nombreux amants de l'actrice. Marilyn en savait beaucoup sur l'organisation de la mafia, et elle aurait pu tout consigner dans son fameux journal intime, ou même, pire encore, divulguer directement ces informations aux frères Kennedy, bref, de quoi justifier son exécution. Et comme à chaque fois, avec la mafia, on ne manque pas d'éléments, tant mieux pour tous parano. Mais il y a encore une théorie qui met en scène la CIA, et dans laquelle ni les frères Kennedy, ni la Cosa Nostra ne sont directement visés. Oui, écoutez bien, c'est une théorie assez étonnante. Marilyn était la cible de la CIA depuis déjà un bon moment. Après son mariage avec Henry Miller, elle avait été mise sous étroite surveillance à cause de ses sympathies communistes. À cette époque, elle aurait même fait une demande de visa pour l'Union soviétique. Apprenant la nouvelle, la CIA aurait alors fait chanter Marilyn et menacé de mettre un terme à sa carrière. La star, piégée, n'avait alors plus d'autre choix que celui de collaborer avec l'agence de renseignement. Génial. Et à partir de là, la CIA aurait obligé Marilyn à rendre plusieurs services, comme ils l'entendent. Elle aurait eu ainsi un rapport sexuel avec Nikita Khrouchtchev, le dirigeant de l'URSS. Il aurait été aussi envisagé de l'impliquer dans un complot visant à empoisonner le président Fidel Castro de Cuba, toujours en usant de ses charmes, bien sûr. Et en apprenant que Marilyn, au bout du rouleau, allait tout dévoiler, la CIA décida de l'assassiner. L'été parano. Tous parano. Bon, je crois qu'on a fait le tour des théories qui prétendent que Marilyn a été assassinée. Mais attends, il y a aussi celle qui affirme qu'il s'agit d'un homicide involontaire, d'un accident médical. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est des théories qui vont se développer d'ailleurs plus amplement à partir des années 80. En gros, l'idée principale, c'est que sa mort aurait fait l'objet d'une dissimulation de la part de ses médecins. Là encore, il y a plusieurs versions. La première théorie considère que la mort de Marilyn est liée à une overdose accidentelle. Celle-ci serait survenue parce que la star avait menti à ses différents médecins sur les médicaments qui lui avaient été prescrits. Alors sans que personne ne s'en rende compte, elle aurait pris des médicaments incompatibles entre eux. Un cocktail mortel, quoi. Et craignant les conséquences possibles sur leur carrière, ces médecins auraient présenté la mort de Marilyn comme un suicide. La seconde théorie met directement en cause son psychiatre, le docteur Grinson, qui lui aurait administré un lavement au barbiturique pour calmer Marilyn Monroe qui était très agitée la nuit du drame. Les barbituriques auraient réagi avec les autres médicaments présents dans son corps, avec les conséquences mortelles que l'on connaît. En tout cas, tous ces éléments ajoutés les uns aux autres suscitent de plus en plus de doutes dans la société américaine. Pour contrer ces théories du complot, le procureur de Los Angeles décide de rouvrir l'enquête en 1982. Et si celui-ci ne remet finalement pas en cause la version officielle de la mort de Marilyn, il va faire des découvertes aussi paradoxales qu'étonnantes, confirmant pas mal d'éléments finalement mis en avant par les auteurs complotistes. Comme à chaque fois dans Tous Parano, quand le ministère de la Justice décide d'y mettre la main. Bon, avant de conclure cet épisode, petit florilège des éléments les plus troublants qui viennent chambouler le récit officiel de cette fameuse nuit du 4 août 1962. Commençons par sa gouvernante, Eunice Murray. Eh bien, la nuit du drame, celle-ci effectuait en fait son dernier jour de travail, car elle avait été licenciée la veille par la star pour insolence. De quoi remettre en question son témoignage, Geoffroy ? Eh bien, interrogée par le procureur de Los Angeles, donc 20 ans après les faits, celle-ci va complètement changer sa version. Elle affirme maintenant qu'une ambulance était arrivée sur place alors que Monroe était encore en vie. Un élément totalement absent de la version officielle précédente. Une autre bizarrerie. Le procureur apprend que lorsque la police arrive sur les lieux du drame, Eunice est en train de faire la lessive. Elle a lavé les draps du lit de Marilyn et nettoyé la chambre. Et on apprend à cette occasion que le carreau de la fenêtre
fenêtre de Marilyn, qui avait été cassée par le docteur Grinson pour pénétrer dans sa chambre lorsque Murray l'avait appelé en toute urgence, a déjà été réparée avant même donc que la police arrive. Ça, c'est du service rapide. Bon, et ça, on le sait grâce au témoignage d'un agent du FBI qui était sur place cette nuit-là. Et celui-ci affirme aussi que des papiers et des preuves médico-légales ont été saisis par les fédéraux qui n'ont, par la suite, pas été transmis aux enquêteurs de la police de Los Angeles. Ouais, tout ça, c'est bien étrange, c'est sûr, mais revenons quand même sur cette ambulance parce que ça, c'est vraiment du lourd. Oui, et du solide surtout, parce que le procureur de Los Angeles parvient à prouver qu'une ambulance a bien été appelée au domicile de Marilyn dans la nuit. Oui, il arrive même à recueillir le témoignage d'un homme nommé Walt Schaeffer, qui n'aurait été nul autre que l'ambulancier qui a transporté Marilyn. Et d'après lui, je le cite, elle était encore vivante au milieu de la nuit. Et toujours selon l'ambulancier, Marilyn serait décédée quelques minutes après son arrivée à l'hôpital et son corps aurait ensuite été rapatrié chez elle. Et là, on aurait orchestré son suicide. Voilà qui explique pourquoi le premier policier arrivé chez Marilyn, un certain Jack Clements, pense que la mort était une mise en scène. Oui, lorsque la police entre dans la chambre, le corps de l'actrice est posé sur le lit, les jambes parfaitement tendues. Et ça, c'est totalement contraire à ce qui se passe lorsqu'on meurt d'une overdose médicamenteuse, paraît-il. La douleur est tellement forte qu'on retrouve toujours les victimes repliées sur elles-mêmes, le corps contorsionné à cause des convulsions. Et voilà aussi qui explique ce qui est sans doute le plus étrange dans la première version officielle de cette affaire. Pourquoi le psychiatre de Marilyn et son médecin personnel ont mis des heures à appeler la police après avoir constaté la mort de l'actrice? Eh bien, mon cher Geoffroy, selon les complotistes, ce laps de temps aurait permis de ramener le corps de Marilyn de l'hôpital à son domicile, de nettoyer sa chambre, et faire réparer un carreau aussi, de faire venir des agents du FBI qui sont bien présents sur place avant même l'arrivée de la police de Los Angeles, selon plusieurs témoignages. Enfin, tout ça afin de fouiller sa maison et trouver le fameux journal et permettre à Bobby de s'enfuir avant l'arrivée de la police. Car Bobby aurait été présent ce soir-là. Incroyable! Et c'est même la gouvernante de Marilyn, Eunice Murray, qui l'affirme en 1984, soit 2 ans après que le procureur de Los Angeles ait bouclé la seconde enquête. Oh, trop bête. Mais bon, elle n'est pas la seule à l'affirmer. Sidney Gilaroff, son coiffeur attitré, dit que Marilyn l'a appelé à 2 reprises, de manière assez hystérique, pour lui dire que Bobby était passé chez elle. Apparemment, il la menaçait, sans doute car celle-ci comptait révéler des secrets d'État. Anthony Summers, un journaliste irlandais, une pointure lui aussi, un détenteur du prix Pulitzer et auteur d'une dizaine d'essais remarquables sur des sujets aussi variés que le 11 septembre, Edgar Hoover ou encore Richard Nixon, a écrit une biographie de Marilyn intitulée « DS, les vies secrètes de Marilyn Monroe » en 1985. Eh bien, lui aussi, il affirme que Bobby a été dans la maison de Marilyn. Juste un petit extrait du livre d'Anthony Summers. Je cite. « Le plus stupide de tout, c'est d'affirmer que Bobby Kennedy n'était pas à proximité de la Californie ce jour-là. Il a été photographié avec sa famille à San Francisco, puis il a pris un avion pour Los Angeles et a été vu par toutes sortes de gens. » Et selon lui, la mort de l'actrice aurait été causée par une injection fatale du Dr Grinson. Je cite toujours Anthony Summers. Il est documenté que Bobby a dit qu'il la tenait dans ses bras lorsqu'elle se débattait, puis qu'il la maintenait pendant que le médecin lui faisait une injection. Ce qui va dans le sens de cette thèse, ce serait l'absence de traces de barbiturique dans l'estomac de Marilyn. Ça, c'est quand même énorme, vu qu'elle est censée en avoir ingurgité une quantité mortelle. Mais aussi la présence d'une mystérieuse contusion dans son dos. Et puis Summers ajoute que Marilyn, malgré ses épisodes dépressifs récurrents, était finalement dans une période de sa vie où elle allait beaucoup mieux. Marilyn envisageait même de se remarier avec son ex-mari, le joueur de baseball Joe DiMaggio. Elle venait de créer sa propre société de production, elle avait plusieurs films en préparation, elle allait aussi collaborer avec Marlon Brando sur un nouveau projet et comptait accepter une offre mirobolante pour participer à un spectacle à Las Vegas. Autant d'éléments qui font qu'Anthony Summers rejette totalement la thèse d'un suicide. Le mystère reste donc entier et quelque chose me dit qu'on ne connaîtra jamais le fin mot de cette histoire. Bref, encore une fois, tout ça a de quoi nous rendre tous parano. Je transpire. Tu conspires. L'été parano. Oh bah tu vois, là, en voyant cette fausse Marilyn là-bas qui fait des photos avec les touristes, je comprends que 60 ans après sa mort, son destin tragique continue de fasciner. Oui, surtout après tout ce qu'on a dit. Mais c'est vrai, quoi. Marilyn,
C'est le symbole ultime de la féminité, de la beauté, de la fragilité. Le plus grand sex-symbole de l'histoire du cinéma, pas de doute. L'une des rares actrices, finalement, dont le prénom suffit à évoquer un univers glamour, fait de paillettes et de nostalgie. Tiens d'ailleurs, t'as vu sur le t-shirt là, son portrait réalisé par Andy Warhol. C'est devenu il y a quelques années l'œuvre d'art la plus chère du XXIe siècle. Ouais, je crois quelque chose comme 170 millions de dollars. Mais c'est vrai que quand on se penche sur sa filmographie, eh bien on découvre une Marilyn capable de tout jouer. On est bien loin en fait du cliché de la blonde écervelée. Oh, t'es en train de tomber amoureux toi. Bon alors, si on essayait nous aussi d'aller se faire un petit selfie avec son sosie là-bas là. En attendant, t'aurais pas un petit indice pour le prochain épisode ? Évidemment. Alors si je te dis Assis Bonanga. Oh là là, c'est ma jeunesse ça. Pantalon coloré, jumbé, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça, ouais. Je t'imagine très très bien comme ça. Bon, avant de se moquer de ma tenue vestimentaire estivale, on se retrouve très vite avec un prochain épisode de l'été parano. Voilà, le temps que tu retrouves ta tenue Zoulou. Voyage, destination, complot. L'été parano.